L'heure est au pass, au badge, aux pastilles et autres gris-gris. La dernière trouvaille de Gérald de Moussa Darmarien consiste à décorer les commissariats avec des petites pastilles. Le commissariat d'Orléans a bien voulu se prêter à l'expérimentation. Ainsi donc, les personnes qui viennent au commissariat d'Orléans pour porter plainte ont désormais le choix entre deux possibilités. Deux files, l'une avec un rond orange pour les victimes de viol, violence conjugale ou violence intrafamiliale, l'autre avec un rond bleu pour les autres. Comme c'est mignon, mais c'est choupinet chou d'amour, on se croirait à la maternelle. Les enfants qui ont un atelier pâte à modeler, vous suivez la flèche bleue au sol. Ceux qui partent à la bibliothèque pour l'heure du conte LGBT, c'est la flèche arc-en-ciel. Non mais sérieusement, comment une idée aussi tordue a pu germer dans la petite tête de notre ministre de l'Intérieur favori? Il faut quand même se représenter la scène. Une femme vient de subir les pires outrages, a été violée dans la rue, battue par son mari et devant ses enfants. Imaginez les pires horreurs dont notre France orange mécanique a le secret. Elle se rend au commissariat, où elle est censée trouver un minimum de réconfort et de sentiment de justice. Et là, l'institution n'a rien de mieux à lui proposer que de faire savoir à tout le monde, avec une fichue pastille orange, ce qui vient de lui arriver. « Toi, dans la file des violets, la meuf, tu discutes point Akbar !» C'est très fin comme approche, humain, adapté psychologiquement. C'est sûr que ça va l'encourager à porter plainte, un truc pareil. Comme toujours, nos chers dirigeants ne se posent jamais la question des effets pervers de leurs mesures à la noix. En fait, c'est peut-être un machin inventé par Gérald de Moussa pour faire baisser les statistiques de viol et de violence faites aux femmes qui, comme vous le savez, ont souvent un lien, relativement fortuit avec l'arrivée de certaines populations sur notre territoire. Mais bon, voyons le bon côté des choses. On peut sûrement trouver des applications insoupçonnées à cette innovation. Par exemple, au Conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale, on pourrait mettre ça en place, mais pour les gares soumis à des enquêtes judiciaires. Une pastille rouge pour cela. Et là, ce sera comme la Légion d'honneur. Beaucoup et encore plus pourront en bénéficier de cette bonne pastille décorative. Contrairement à ce qui était dit dans l'Évangile il y a environ 2000 ans, pour cette pastille rouge, il y aura beaucoup d'appelés et encore plus d'élus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Connaissez-vous l'ONG Oxfam? Sa devise, le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Autrement dit, c'est le genre d'ONG que l'on ne peut pas trop soupçonner d'être trop à droite. Bien-pensance mondialiste, lutte pour les réfugiés et pour le climat, ils sont assez Greta compatibles et pas franchement complotistes, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je vois ce que je veux dire. Eh bien, tenez-vous bien, les irréprochables d'Oxfam tirent la sonnette d'alarme sur les scandaleux profits réalisés par les magnats de l'industrie pharmaceutique à la faveur de la pandémie du Covid-19. Oui, ils font un dig-dang-dong alarmiste sur le sujet. Dans le peloton de tête de ces magnats, on trouve même le PDG de Moderna, le Marseillais Stéphane Bancel, un Français donc, enfin, si l'on considère que Marseille est encore une ville française. La fortune de notre Stéphane s'élève maintenant à 4 milliards 300 millions de dollars, ce qui représente tout de même un petit Himalaya de dollars. Où cache-t-il ces petits milliards, le bon Stéphane? Dans quel matelas? Sous quelle paillasse? Eh bien, un rapport du Centre de recherche sur les sociétés multinationales révèle que les bénéfices réalisés grâce au vaccin sont progressivement placés dans des paradis fiscaux. Pour une fois où les magnats s'affichent catho-compatibles en cherchant le paradis, on ne va quand même pas s'en plaindre.
Voyons cela de près. L'Union européenne a payé ses commandes à la filiale de Moderna installée à Bâle en Suisse une fois, comme disent les Belges. Cela permettra au groupe de profiter d'un taux d'imposition très bas, un taux de 13%. Dans le baba, le fisc français avec ses taux d'imposition autour de 30%. Selon le rapport, les bénéfices de Moderna devraient être normalement se trouver partout où Moderna a une activité économique, donc répartis entre ses multiples filiales à travers le monde et donc fiscalisés de façon juste. Point du tout. Comme par hasard, les bénéfices sont exclusivement dirigés vers la filiale suisse. C'est bien commode, ma foi. Mais Moderna ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En effet, la firme pharmaceutique a trouvé le moyen de ne pas payer d'impôts sur les brevets déposés. 780 brevets ont en effet été déposés dans le Delaware, un État des United States pour les ignares, où les revenus des 10 brevets seront exonérés d'impôts. C'est bien commode, ma foi! Tout en sachant bien sûr que l'honorable société se débrouille pour toucher des aides publiques, pour développer ses vaccins revendus à prix d'or tout aussi honorable. C'est gagnant-gagnant plus comme nous pouvons l'imaginer. Des philanthropes, ces braves gens de chez Moderna. La preuve, ils concentrent principalement leur offensive sur les pays riches qui ont les moyens de les payer et de les subventionner, le tout pour leur permettre d'engranger de juteux profits et éventuellement graisser les pattes crochues de ceux qui poussent le vaccin à fond les manettes. Je dis éventuellement, ce n'est qu'une hypothèse personnelle bien sûr. Finalement, c'est beau l'entraide sanitaire et la fraternité entre les peuples. En fait, toutes ces informations assez hallucinantes sur Moderna, données par Oxfam, l'ONG gaucho, ne peuvent être qualifiées que de complotistes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Quand les politiques commencent à pédaler sérieusement dans la choucroute, il y a une solution. Revenir à la base, aux fondamentaux, au b.a.-ba comme on dit, et en démocratie, le b.a.-ba-o-rum, ça s'appelle le peuple. Le peuple, on ne sait pas trop qui c'est, mais c'est là-dessus que notre système politique fonctionne, donc autant s'en servir. Et chacun sait que le peuple ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et pour s'en servir, quoi de mieux que l'outil du référendum? C'est le meilleur moyen de couper l'herbe sous le pied des apprentis dictateurs qui veulent être plus démocrates que les démocrates. Enfin, leur couper l'herbe sous le pied avant de leur couper la tête, qu'on aurait dit en 1789. En Hongrie, par exemple, quand on commence à pédaler dans la goulache, mais oui, là-bas, on ne pédale pas dans la choucroute, vous vous en doutez bien, Orban dégaine l'arme absolue. Le référendum. Quand Bruxelles cherche des poux à Budapest, quand les technocrates et les députés européens veulent l'empêcher de mener la politique pour laquelle il a été élu, il n'y a qu'une solution, le référendum. Le verdict du peuple est le seul à même de clouer le bec aux esprits chagrins qui veulent le bien des peuples, malgré eux, bien sûr. Viktor Orban a donc décidé de mettre en place une politique interdisant la propagande sexuelle version LGBT auprès des petits-enfants hongrois. Ça n'a pas du tout plu à la bien-pensance unioniste, qui a pour objectif avoué de pervertir la jeunesse le plus tôt possible. Du coup, von der Leyen, la présidente de l'Union, dite de droite, laissez-moi m'étrangler de rire, et de toute la clique ont fait les gros yeux et ont voulu obliger Orban à faire machine arrière. Arrière, Satorban, vade retro, Satorban, en latin cette fois, désolé pour le pape François. Mais Orban en a vu d'autres et ne compte pas se laisser faire. Il va demander à son peuple ce qu'il en pense. Et comme il y a toutes les chances que son peuple soit d'accord avec lui, Bruxelles l'aura dans le baba.
Choucroute, baba au rhum, goulash, décidément je vous parle beaucoup de cuisine aujourd'hui. Allons donc voir ce qui se passe du côté de la bonne fondue suisse. Les Suisses, comme vous le savez certainement, sont les rois de la démocratie participative. Dès que la fondue commence à attacher au fond de la casserole et que ça sent le roussi, hop, ils dégainent une votation populaire. C'est comme cela qu'ils ont réussi à bloquer l'application du pass sanitaire dans la Confédération. Ils ont obtenu le nombre de votes suffisant pour la suspendre en attendant que soit organisé un référendum à l'automne. En voilà un bon moyen de remettre les petits Suisses dans le droit chemin. En attendant, nous, en France, la politique, c'est le hachis parmentier. Ça ne ressemble pas à grand-chose et ça nous étouffe. Un bon petit référendum pour remettre de l'ordre dans tout ça? Je vous souhaite une excellente soirée. À l'approche de chaque élection présidentielle, ressurgit ce bon vieux serpent de mer, le cannabis, légalisera ou légalisera pas. Ça pour sûr, mon beau monsieur, que comparé à la montée du chômage, à la succession des faillites, à l'explosion de la dette ou au scandale de l'immigration, c'est un problème fondamental, la légalisation du cannabis, qui mérite amplement réflexion. Si, je vous assure, croyez-moi, bon sang de bois, je suis même sûr que vous n'avez même pas imaginé toutes les implications du problème cannabis. Le hashish, la marijuana ou l'opium du peuple, quel que soit le joli petit nom qu'on leur donne, emploient aujourd'hui sur tout le territoire français des milliers d'honnêtes travailleurs clandestins qui travaillent en toute bonne foi dans l'illégalité et qui en ont bien besoin pour faire vivre leur famille. Jérôme Fourquet, dans son fameux ouvrage « L'archipel français », qui défrayait la chronique il y a peu, est formel. Le secteur du joint est l'un des premiers employeurs de France. Fourquet estime qu'entre 150 000 et 200 000 personnes vivent du cannabis, soit presque autant que d'employés à la SNCF et un peu plus que dans les grands groupes comme EDF, 160 000, ou Intermarché, 130 000. Et oui, quand même. Les recettes annuelles du marché du cannabis sont estimées à environ 2 milliards d'euros. Et oui, quand même. Vous rendez-vous compte du bazar qu'on va mettre si on légalise tout ça? Et oui, quand même. Cela va ficher une pagaille noire dans des quartiers entiers structurés par ce petit commerce qui a ses patrons, ses salariés, son système de contrôle social et de licenciement à coups de kalachnikov et même ses mutuelles en cherchant bien. Donc, si vous passez tout ça sous le contrôle de l'État, vous risquez de déstabiliser des zones entières de territoire. Des zones qui, a priori, ne sont pas parmi les plus faciles à gérer dans notre bon vieux pays qui part en quenouille. Tiens, d'ailleurs, à propos de quenouille, et si l'on essayait de commercialiser un joint à la quenouille? Ça pourrait avoir du succès. Bon, revenons au cannabis. Même si le consommateur de cannabis appartient à des milieux socio-professionnels diversifiés et qu'on en trouve aussi dans l'ouest parisien et même en cherchant bien à Versailles, boulevard de la Reine ou bien place du Marché, il est évident que les lieux de production et de commerce sont plutôt du côté de Sarcelles et de Garges-les-Gonesse. Des coins un peu susceptibles qui n'aiment pas trop qu'on vienne les chatouiller de trop près, sauf à prendre le risque de se faire transformer en chair à quenouille. Concrètement, ça veut dire quoi? Cela veut dire que contre toute attente, même des gares, a priori plutôt en faveur de la dépénalisation du cannabis, pourraient y réfléchir à 2 fois avant de la mettre en place, car ils ne tiennent peut-être pas à mettre le feu à des quartiers entiers construits sur une poudrière qui ne demande qu'à exploser. Tels sont les paradoxes de la politique politicardienne, politicienne, qui nous mène tout droit dans le trou. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Lorsque l'on veut regarder ses mails en passant par Orange, il s'affiche une page qui a la prétention d'être un journal, qui a l'apparence d'un journal, qui a l'odeur d'un journal, mais qui ressemble furieusement à un torchon, voire à une serpillière, et qui est à l'information ce que le goulag fut à la douceur de vivre. Jetons-nous à l'eau et ouvrons courageusement le site Orange. Dans la vie, il faut savoir se faire mal. Premier carré d'information. 24 heures sur 24 ou presque, depuis des mois ou presque, le grand matraquage de la terreur covidique. Le Covid explose dans tel département. Le Covid tue à gogo. Le variant se répand partout. Madame Michu a refusé le vaccin et en est morte. Les hôpitaux sont surchargés de malades du Covid. Le vaccin est miraculeux. Les non-vaccinés sont des assassins. La totalité de ces informations, alignant des mensonges au kilomètre, ne reposant sur à peu près aucune donnée scientifique, mais n'ayant qu'un seul but, terroriser les Français pour qu'ils se fassent vacciner le plus vite possible. Passons au second carré d'information. La fille de la star X qui vivait avec le fils de la star Y s'est mise en ménage avec la fille de la star Z dont elle va attendre un bébé acheté en Thaïlande. Ou bien, la star X raconte avec émotion son enfance malheureuse qu'il est important que chacun connaisse car le problème de l'enfance malheureuse de la star X est évidemment le problème le plus important de 2021. Ou bien, la star X a fait son coming out et explique pourquoi. Son papa était méchant. Il est important que chacun connaisse les raisons du coming out de la star X qui est évidemment le problème le plus important de 2021. Troisième carré. Le réchauffement climatique s'accélère et détruit la planète puisqu'une araignée de Patagonie a été retrouvée morte de soif par un groupe de 743 chercheurs chargés par l'ONU d'une mission sur les chances de survie de l'araignée de Patagonie. Et cela est évidemment le problème le plus important de 2021. J'arrête là cette énumération fastidieuse de la stupidité historique de ce « journal Orange » que je n'évoquerai pas s'il ne concernait pas chaque jour des millions de lecteurs qui subissent de façon insidieuse un véritable lavage de cerveau alors qu'ils ne demandent rien d'autre que de consulter leur mail. Or, il se trouve que Stéphane Richard, le patron d'Orange, était un proche de Nicolas Sarkozy, un pote à Sarko lorsqu'il a été parachuté à la tête d'Orange. Nous, les petites gens et les crétins historiques que nous sommes, nous aurions pu imaginer, nous aurions pu penser qu'Orange, désormais dirigé par un sarkozyste, mettrait en ligne un journal digne de ce nom, qui donne de vraies informations et qui élève les intelligences. Au lieu de cela, Orange met en ligne un pseudo-journal dont la nullité, dont la vacuité, dont la stupidité sont incommensurables. Décidément, le Sarko, il en a fait des dommages collatéraux. Je vous souhaite une excellente soirée.